On va voir ensemble tout ce qui différencie la République maçonnique de la France catholique, à la fois sur le plan doctrinal, religieux, politique et historique. On va voir aussi la notion de patrie, car beaucoup de gens votent pour des partis républicains qui se prétendent patriotes, alors qu'ils sont dans un faux patriotisme, que ce soit le Front National, Debout la France, l'UPR, sont tous des partis républicains et sont donc de faux partis patriotes. Beaucoup de leurs électeurs n'ont pas compris ce qu'est la République. Ils croient résister alors qu'ils ne font que conforter ce système qui est démocratique et républicain. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas intégré que la République n'est qu'un système, un régime politique, durable d'ailleurs de domination de la judo-maçonnerie. Et la République n'est pas la France, elle est l'anti-France. Ce qu'a parfaitement compris Charles Maurras, qui, au siècle dernier, avait écrit « La République en France est le règne de l'étranger. L'esprit républicain désorganise la défense nationale et favorise les influences religieuses directement hostiles au catholicisme traditionnel. Il faut rendre à la France un régime qui soit français. » Tout simplement. Quant à Monseigneur Henri de Lassus, il parlait, lui, de deux France. Pour Monseigneur de Lassus, il y aura deux France. La France catholique et la France maçonnique, ayant l'une et l'autre un idéal différent et même opposé, luttant entre elles à qui fera triompher le sien. Et comme la maçonnerie, aussi bien que le catholicisme, s'étend au monde entier, que partout les deux cités sont en présence, partout aussi se voit en même temps le même engagement dans la même bataille. Et c'est toute la différence entre le patriotisme révolutionnaire issu de la révolution de 1789, où on est dans le patriotisme des droits de l'homme, et le patriotisme français catholique, comme l'a très bien démontré d'ailleurs l'historien Jean de Viguerie dans son livre « Les deux patries », où dans l'introduction, il fait donc la distinction entre ces deux patriotismes. Et où il a donc écrit « Toute histoire de l'idée de patrie est vaine si les deux sens du mot ne sont pas distingués. » Et il fait donc bien la distinction entre les deux sens du mot patrie. Donc la patrie qui est la terre de nos ancêtres. Il y a donc cette notion de racine de la France et de descendance. Et de vertu morale aussi. Donc le premier est le sens traditionnel conforme à l'étymologie, le mot patria dans le latin médiéval et le mot patrie adopté par la langue française au XVIe siècle, désignait la terre des pères, le pays de la naissance et de l'éducation. L'amour de la patrie, le mot patriotisme n'existait pas encore, il est arrivé seulement au XVIe siècle. Avant, on ne parlait pas de patriotisme français, on disait la France. Et cela, Jean de Viguerie l'explique très bien. Donc, l'amour de la patrie rendait à la France les devoirs de la piété avec les honneurs du respect et de la fidélité. La patrie était la France. La France était un être moral doté de vertus. Les Français évoquaient souvent ces vertus de la France et voulaient s'en montrer dignes. En cas de guerre, certains d'entre eux acceptaient de donner leur vie. Mais aucune obligation n'était faite au commun des citoyens de mourir pour la patrie sur simple réquisition du prince. Et maintenant, le deuxième sens du patriotisme. Le deuxième sens peut être qualifié de révolutionnaire. Il se précise peu à peu au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. La nouvelle patrie est d'abord celle des libertins, tout pays où l'on est bien. Elle devient ensuite celle des philosophes des Lumières, tout pays où l'on est bien par la vertu des droits du genre humain. Enfin, elle se réalise pleinement dans la patrie de la Révolution, c'est-à-dire dans les droits de l'homme. Cette patrie n'est pas la France. Et la France ne représente pour elle qu'un support et un instrument. Le patriotisme qui lui correspond la divinise, l'adore, la place au-dessus de tout, déclare à ses ennemis une haine mortelle et réquisitionne à son service les vies de tous les citoyens. On voit que ce deuxième sens n'a rien à voir avec le premier. En effet, ces deux patriotismes n'ont rien à voir l'un et l'autre. L'un donc est à mettre en relation avec la République maçonnique, donc le patriotisme révolutionnaire, et l'autre, le patriotisme français, avec la France catholique.
Donc d'un côté, le patriotisme français catholique qui nous renvoie au triptyque de saint Thomas d'Aquin, Dieu, famille, patrie, sur lequel je vais revenir. Et donc d'un autre côté, ce patriotisme des droits de l'homme qui va nous plonger dans le matérialisme, qui va prétendre faire le bonheur terrestre de l'humanité, ce qui est faux, hein, et qui fait encore moins le bonheur céleste d'ailleurs, où on nous parle de mourir pour la patrie, donc soi-disant mourir sur un champ de bataille, c'est sauver son âme. Ce qui est faux, c'est un mensonge. Et concrètement, en 1789, ce patriotisme-là, révolutionnaire, va déboucher sur la terreur, et donc sur la mort. Nous avons donc là deux patriotismes complètement opposés pour deux modèles de société très différents. République maçonnique, France catholique. Et cette fracture, ce clivage entre la République et la France est très important selon moi, car il va nous permettre de déterminer le projet de société et les idées que l'on doit défendre. Donc constatons tout d'abord que République et franc-maçonnerie sont étroitement liées, car l'une, hein, la République, vient de l'autre. Assez récemment, en août 2015, nous avons l'ancien grand maître du Grand Orient de France, Daniel Keller, qui a avoué « Le Grand Orient de France est une institution de la République et aussi dans la République. La franc-maçonnerie a fortement contribué à la naissance de la République. La République est fondamentalement maçonnique. » Ce sont les francs-maçons eux-mêmes qui le reconnaissent. Mais bien avant Daniel Keller, dans un compte rendu d'un convent du Grand Orient de France en 1887, on lisait ceci. C'est à la franc-maçonnerie qu'on doit la République de cette époque, que ce sont les maçons et les loges qui ont fait la République. La République est donc une création maçonnique. Et cette République, qui est par ailleurs le parti de l'étranger, qui ne va pas faire l'intérêt de la France, on va le voir sur le plan historique, elle fait l'intérêt de puissances étrangères, c'est la franc-maçonnerie à découvert, de même que la franc-maçonnerie et la République à couvert. Et l'un et l'autre, au final, ne font qu'un. Depuis sa création, officiellement le 24 juin 1717 à Londres en Angleterre, la franc-maçonnerie n'a cessé d'œuvrer contre la France. Et ce n'est certainement pas le franc-maçon repenti Bossan qui nous contredira, puisqu'il avait écrit en son temps « La franc-maçonnerie poursuit l'anéantissement de la France ». Et nous avons le même son de cloche chez un autre franc-maçon repenti, Paul Cobal-Bancelli, dans son livre « Le pouvoir occulte contre la France », hein, où il a vraiment démontré cette hostilité à la France catholique par les loges maçonniques, donc dans ce livre qu'il a publié en 1904 et qui est toujours d'ailleurs en vente aux éditions Saint-Rémy. Donc cette franc-maçonnerie est à l'œuvre contre la France, mais pas contre n'importe quelle France. Et encore faut-il définir ce qu'est la France. Est-ce la République française? Alors pour certains adeptes du compas et de l'équerre, oui. L'histoire de France aurait débuté avec la Révolution de 1789. Donc ces gens-là font table rase de plusieurs siècles d'histoire de France. Cette franc-maçonnerie œuvre-t-elle contre la République? Certainement pas, puisque c'est elle qui l'a créée et c'est ce régime qui lui permet de dominer. En revanche, la franc-maçonnerie a toujours œuvré en coulisses et dans le monde profane contre la France, fille aînée de l'Église. Et d'ailleurs, depuis le départ, cette franc-maçonnerie a un problème avec la religion catholique. Il suffit de lire ce bulletin du Grand Orient de France qui date de 1885, où on apprend que le catholicisme, nous devons, nous, francs-maçons, en poursuivre la démolition définitive. Mais auparavant encore, dans la première moitié du XIXe siècle, des francs-maçons des hauts grades supérieurs aux 33 degrés du rite écossais se réunissaient dans des arrière-loges qui s'appelaient les arrière-loges de la haute vente et certaines correspondances entre ces initiés ont été retrouvées et même publiées par l'historien Jacques Chrétino-Joly dans son livre « L'Église romaine en face de la Révolution » et dans ces correspondances, on parlait d'anéantissement à tout jamais du catholicisme.
Un peu plus tard, en 1902, dans la revue maçonnique L'Acacia, le franc-maçon du Grand Orient, du nom de Limousin, avait écrit « La franc-maçonnerie, c'est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie ». Un autre initié, du nom de Delpech, a lui écrit « La franc-maçonnerie a toujours été ferme sur ce principe, guerre à toutes les superstitions, à tous les fanatismes », ce qui est faux. La franc-maçonnerie n'a jamais été opposée au judaïsme talmudique. Elle est même à son service. Elle n'a jamais été opposée non plus hostile à une spiritualité comme le New Age. Dans le jargon maçonnique, superstition et fanatisme signifient christianisme. Donc on voit très bien à qui les francs-maçons font la guerre. Et ce, depuis 3 siècles d'ailleurs. Il y a clairement incompatibilité entre religion catholique et république. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un historien de la contre-église que vous devez connaître, Jules Michelet, qui en son temps avait écrit « La vie du catholicisme, c'est la mort de la République. La vie de la République, c'est la mort du catholicisme. » Bon, ce qui est logique. Mais plus près de nous, plus récemment, un autre franc-maçon, ancien ministre de l'Éducation nationale du Parti socialiste, Vincent Peillon, a écrit ceci: « Le catholicisme est incompatible avec la liberté. On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Autrement dit, pour eux, suivant leur devise liberté, égalité, fraternité, il leur faut un pays de liberté. Et selon eux, le christianisme est un obstacle à ce pays de liberté. Ce qui nous renvoie d'ailleurs au pas de liberté pour les ennemis de la liberté du franc-maçon révolutionnaire Saint-Just. Donc, ils doivent en finir avec cette religion. Ce qui, dans un sens, quand on se met à leur place, est assez logique. En s'attaquant à cette religion, la religion catholique, la franc-maçonnerie s'est aussi attaquée aux racines de la France. Et donc, par conséquent, à la patrie française. Et à ce qui permet au peuple de s'élever. Qu'est-ce qui nous permet de nous élever, si ce n'est les vertus surnaturelles et naturelles, élévation à la fois spirituelle, mais aussi matérielle. D'où cette régression depuis plusieurs siècles de République. Regardons à présent ce qui différencie ces deux Frances, dont parlait tout à l'heure Monseigneur Henri de Lassus. La France de l'Anti-France, la République maçonnique de la France catholique. L'une, la République, est née précisément le 22 septembre 1792, et peu de temps après, il y eut le 21 janvier 1793 avec le régicide du roi Louis XVI. Donc on peut considérer que cette République est née sur l'échafaud. L'autre, la France catholique, est née le 25 décembre 496, date du baptême de Clovis, le premier roi des Francs, à Reims, par l'évêque Saint-Rémy. La France catholique est née de la conversion du premier roi des Francs suite à sa victoire à Tolbiac contre les Allemands. La République prône le gouvernement par le peuple, pour le peuple, la souveraineté du peuple depuis la Révolution de 1789, la démocratie, cette loi du nombre où le nombre est à raison, où le nombre est vérité, alors que dans une monarchie, autrefois, dans l'Ancien Régime, c'était un gouvernement par un roi très chrétien, qui était autrefois le lieutenant du Christ, et qui se devait de faire appliquer le règne social de Jésus-Christ, qui est d'ailleurs un dogme de foi, je le rappelle, depuis le pontificat du pape Pie XI et son encyclique Quas Primas, qui date de 1926. Donc d'un côté, nous avons un système horizontal avec cette démocratie où tout se vaut, où en gros 11 abrutis ont plus de poids que 10 érudits. C'est une réalité démocratique. Et de l'autre, nous avons un système bien plus vertical qui doit mener la population à Dieu. Donc verticalité, hiérarchie et roi très chrétien qui doit se dévouer pour son peuple et sa nation, et qui est d'ailleurs éduqué dans ce sens. La
religion officieuse d'État dans notre République, cela a été avoué par Vincent Peillon, encore lui, c'est la laïcité, qui est l'anti-religion catholique. Alors que dans une France catholique, c'est bien sûr la religion catholique qui est la religion d'État, où logiquement les baptisés consacrent du temps à Dieu, et d'ailleurs pas simplement le dimanche. La devise de la République, qui est aussi celle de la franc-maçonnerie synagogue de Satan, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous retrouvez d'ailleurs ces trois mots sur les devantures des écoles, des mairies, des tribunaux. Hein. Et c'est l'esprit du monde, liberté, égalité, fraternité, dont Satan est le prince. Face à cette devise, les chrétiens opposent les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, auxquelles saint Ignace de Loyola a ajouté les vertus morales de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Dans notre monde moderne, matérialiste, déspiritualisé, nous sommes plongés, qu'on le veuille ou non, dans la triple concupiscence. Concupiscence des yeux, de la chair et de l'orgueil. Face à cette triple concupiscence, face à la dégénérescence de ce monde, hein, nous avons à notre disposition des actions de pénitence que sont la prière, le jeûne et l'aumône. Alors on me dira, oui, aujourd'hui, il y a presque plus de catholiques pratiquants, ce qui est vrai. La France a apostasié, ce qui est vrai aussi. Et des gens qui font la prière, le jeûne et l'aumône, il n'y en a quasiment plus. Certes, mais dans l'absolu, dans une France catholique, il y a ces actions de pénitence qui nous mènent logiquement à Dieu. L'évangile de la franc-maçonnerie synagogue de Satan, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui concrètement a mis Jésus-Christ hors la loi, alors que donc là, on n'est pas dans les droits de Dieu, on est dans les droits de l'homme, hein, contrairement donc aux droits de Dieu, à cette volonté de Dieu, et à ces évangiles, hein, la bonne nouvelle, ces évangiles qui devraient être la morale de toute société. Nous avons droit aussi dans notre République à des lois liberticides, comme la loi Fabius-Guessot, qui restreint considérablement notre liberté d'expression. Nous avons droit aussi à des lois contre nature, comme la loi Taubira, qui autorise le mariage des invertis. Alors que dans une société catholique, le mariage religieux prime sur le mariage civil, qui d'ailleurs ne vaut rien. Le mariage civil, ça vaut rien. C'est zéro. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est obligatoire, c'est le mariage civil et non le mariage religieux. Donc ce mariage devant Dieu. Et puis la loi, je parlais de loi liberticide. Ce qu'on doit appliquer, ce n'est pas la loi Guessot ni la loi Taubira. Nous, la loi qu'on doit observer, c'est celle du décalogue et obéir aux 10 commandements. Nous avons droit aussi, dans notre société républicaine, à une idéologie de mort, comme l'avortement depuis la loi Veil, qui date de 1975, la promotion de l'euthanasie et récemment la théorie du genre aussi, qui est particulièrement absurde. Et face à cela, dans une société catholique, logiquement, on doit mettre en avant une politique de natalité, la famille, donc qui nous renvoie au Dieu, famille, patrie. D'abord, Dieu premier service, qui est fondamental. Ensuite, l'intérêt de sa famille, du premier cercle. Et enfin, l'intérêt national de la patrie française. Dieu, famille, patrie. Donc, politique de natalité, esprit familial, dont a très bien parlé d'ailleurs Monseigneur de Lassus dans son livre du même nom, esprit familial, face au divorce qui est désormais généralisé en France, depuis qu'il a été rétabli d'ailleurs par un juif franc-maçon, Alfred Naquet, en 1884, et même à l'adultère qui est encouragé désormais, en ce XXIe siècle, par la publicité. La fête nationale dans notre République française, c'est le 14 juillet. Date de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. C'est le début des émeutes, des premiers meurtres, du désordre, de l'anarchie. Alors que dans une France catholique, la fête nationale, ce devrait être le 15 août, date de la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Le 25 décembre, c'est Noël. Dans notre société républicaine, Noël, c'est synonyme d'achat compulsif. Tout le monde se rue dans les centres commerciaux avant le 25 décembre. Alors que je rappelle que le 25 décembre, c'est la fête de la Nativité. On fête la naissance
de Jésus-Christ. Et tout comme lui, on se doit d'avoir un esprit de pauvreté. Il n'y a qu'à voir comment il est né, hein, dans une crèche avec ses parents. Bon, esprit de pauvreté, de simplicité, d'humilité, se retrouver en famille et prier le Seigneur ce jour-là avant de penser à se faire plaisir en se faisant des cadeaux comme des païens. Le drapeau national de la République française, c'est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, alors que dans une société très chrétienne, le drapeau national, ça devrait être le Sacré-Cœur de Jésus avec les 3 fleurs de lys qui représenteraient les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. L'hymne national, maintenant, c'est la Marseillaise, ce chant révolutionnaire que l'on doit aux francs-maçons Rouget de Lille, alors qu'autrefois, du temps de l'Ancien Régime, il y avait un hymne de la monarchie française. L'outil d'asservissement dans notre société hédoniste, républicaine et matérialiste, c'est la télévision, que j'ai qualifiée dans le complot contre Dieu de petite lucarne de la synagogue de Satan. Mais face à cet outil d'asservissement, face à cet outil d'abrutissement, de manipulation, de propagande, nous avons des outils d'élévation. Des lectures spirituelles notamment, je pense notamment au livre L'imitation de Jésus-Christ, les 4 évangiles en un seul d'Alfred Weber, le traité du Saint-Esprit qui est d'un certain niveau, de Monseigneur Gaume. Et puis il y a aussi des livres pour comprendre le monde dans lequel nous vivons à caractère historique et politique, notamment sur le complot talmudo-maçonnique, et des ouvrages de référence comme ceux de Monseigneur Henri de Lassus, de William Guicard, de Nesta Webster, ou encore de Jacques Burdio, Léon de Poncin. Bon, ce n'est pas ça qui manque. Les conséquences maintenant, concrètes, de l'une, la République, c'est le matérialisme, le consumérisme, l'hédonisme, la dégénérescence, la débauche, l'individualisme. Tout ça nous pousse d'ailleurs à la dépression et au moment de notre mort, à la damnation des âmes, hein, concrètement. Et oui. Alors que dans une société catholique, nous serions incités à élever notre esprit, à avoir une vie intérieure qui passe par la prière et l'oraison, avoir un esprit de miséricorde, un esprit de sainteté en prenant exemple sur les grands saints, un esprit familial, un esprit apostolique et militant qui aujourd'hui passe par 2 choses absolument indispensables, l'étude et la prière. Du temps de saint Thomas d'Aquin et de saint Louis, ces 2 choses n'étaient pas forcément indispensables. Mais aujourd'hui, dans notre démarche militante et apostolique, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui face à vous, ces 2 choses, l'étude et la prière, sont vraiment indispensables afin de ne pas être noyé dans la dégénérescence de ce monde et dans la propagande. Historiquement, maintenant, en 1789, en 1830, en 1848, en 1870, en 1871, en 1905, en 1944 aussi. Je vais revenir sur toutes ces dates. Toutes ces fois-là, la franc-maçonnerie est allée à l'encontre des intérêts de la France, de sa souveraineté, de son identité, de sa catholicité et donc de l'ordre naturel. 1789, complot 100% maçonnique contre la monarchie chrétienne française, incarné par le roi Louis XVI, qui a débouché sur la terreur et sur l'épuration antichrétienne du génocide vendéen. 1830, révolution politique avec la franc-maçonnerie à la manœuvre, hein, et la religion catholique qui cesse d'être la religion d'État à ce moment-là, dans la Constitution française. 1848, destitution de la monarchie constitutionnelle et du roi Louis-Philippe, qui était toutefois franc-maçon, au profit d'un gouvernement provisoire composé de 10 francs-maçons sur 11, avec en tête Adolphe Crémieux et Louis Blanc. Donc là aussi, action de la franc-maçonnerie. Tout comme en 1870, avec la guerre franco-prusse, où la Prusse protestante est soutenue par la franc-maçonnerie internationale, qu'elle soit française ou allemande d'ailleurs, et qui est aussi soutenue à ce moment-là par la haute finance apatride des Warburg, donc la maison Rothschild. Et à ce moment-là, la France, qui est dirigée par Napoléon III, qui était un traître à la patrie, hein, qui était franc-maçon des hauts grades, donc on est dans la défaite de la France, qui perd l'Alsace et la Lorraine. Et
c'est ce qu'avaient décidé les loges. Oui au patriotisme allemand, faux patriotisme, incarné par le Kulturkampf qui était en opposition à l'Église catholique, et non par contre au patriotisme français. Et pour éviter un éventuel retour à une monarchie de droit divin alors incarnée par le comte de Chambord Henri V, l'année d'après, en 1871, éclata la Commune de Paris, donc cette révolution où la franc-maçonnerie a été impliquée, elle l'a parfaitement reconnue, dans ce carnage anarchiste et sanglant de la Commune de Paris qui a fait plus de 20 000 morts rien que dans la capitale. Peu de temps après, l'école laïque, on la doit au franc-maçon Jules Ferry. 1905, loi de séparation entre l'Église et de l'État. Dans les deux cas, nous sommes deux victoires de la franc-maçonnerie et de la contre-Église, donc contre la France. 1944 maintenant, fin de la parenthèse du régime de Vichy, du maréchal Pétain, et rétablissement de la franc-maçonnerie et de la République par le général de Gaulle, qui se prétendait patriote, mais qui était dans un patriotisme révolutionnaire dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il approuvait les droits de l'homme. Donc il était dans le patriotisme des droits de l'homme, contrairement au maréchal Philippe Pétain, qui, lui, à travers son slogan « Travail, famille, patrie », mettait en avant ses vertus surnaturelles et naturelles, ses vertus morales, et qui, lui, peut être considéré comme un véritable patriote français, contrairement à De Gaulle. Cette subversion antichrétienne s'est établie en France par le biais des loges maçonniques, mais pas simplement qu'en France. On prend par exemple l'exemple de la Russie. 1911, meurtre du Premier ministre Piotr Stolypine par la franc-maçonnerie. 6 ans plus tard, assassinat de la famille du tsar Nicolas II par un juif franc-maçon, Yourovski. La révolution bolchevique, nous avons à la manœuvre le Grand Orient russe, même si jusqu'à cette révolution en Russie, les loges, les sociétés secrètes étaient proscrites sur le sol russe. Et puis je rappelle que la révolution bolchevique, ce sont les mencheviks du juif franc-maçon Kerensky, surnommé le Napoléon russe, donc, qui ont débuté cette révolution, et ce sont ensuite les bolcheviks d'un autre juif franc-maçon, Lénine, Vladimir Ulyanov, donc, qui ont poursuivi cette révolution bolchevique, qui fut donc aussi un complot judéo-maçonnique. Mais revenons à la France, où depuis 1789, cette secte maçonnique dirige le pays et du même coup, la France va de châtiment en châtiment. Alors les gens vont se lamenter et dire oui, la France s'islamise. Il y a une vague d'attentats terroristes. La France se judaïse aussi. Elle s'américanise. Tout cela, ce ne sont que des châtiments. Cette secte maçonnique, beaucoup de gens prétendent la connaître, mais pourtant, très peu la connaissent véritablement. Et il n'y a qu'à voir pour qui les gens votent, quels principes ils approuvent naturellement, instinctivement, quelle idéologie ils approuvent, leur ignorance sur les origines de la franc-maçonnerie, sur ce qui la constitue, sur la gnose, par exemple, sur son but, sur ses aspirations, sur ces faux principes qui sont issus de la Révolution de 1789. C'est la raison pour laquelle il est important d'étudier aussi l'ennemi, et c'est ce que j'ai fait dans mes 2 derniers livres, et c'est la raison pour laquelle je vais revenir rapidement sur ce qu'est la franc-maçonnerie, qui est tout d'abord la contre-église, synagogue de Satan, selon l'expression dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est une société secrète qui se prétend humaniste, car elle prétend faire l'intérêt de l'humain, ce qui est faux. Jamais fait l'intérêt de l'humain. Elle prétend être philanthropique, accomplir de bonnes œuvres. On attend toujours ces bonnes œuvres, alors que ces complots et ces crimes ont été démontrés, faits et documents à l'appui, et pas simplement que dans mes ouvrages, puisqu'il y en a eu bien d'autres avant moi, évidemment. Se prétend aussi la franc-maçonnerie est respectueuse de toutes les religions, alors que c'est faux, puisque dès le départ, elle a été hostile en opposition au christianisme. Dès le départ, c'est la contre-église, c'est-à-dire les juifs, vraiment, c'est la création, cette secte a été créée par eux pour s'opposer à l'église catholique, tout simplement. Que prône-t-elle? On l'a vu, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme, la démocratie, la laïcité.
Et puis, depuis quelques années, la lutte contre les discriminations, par exemple, qui est un marchepied pervers pour l'intégration massive d'immigrés. L'antiracisme aussi, qui est sous le contrôle, le monopole d'une certaine communauté. On est vraiment dans l'antiracisme d'État, qui au final est un racisme anti-blanc en France, afin de métisser la population et de dissoudre l'identité nationale. Voilà à quoi sert l'idéologie de l'antiracisme. La diversité, qui est liée à la lutte contre les discriminations et à l'antiracisme, diversité dont on nous fait abondamment la promotion et qui est un tremplin pour ce même métissage, pour cette société multiculturelle et multiethnique auquel nous avons droit, c'est-à-dire cette République française qui est une auberge espagnole. Promotion de la liberté de conscience, qui est prônée à la fois par le Grand Orient de France et par le protestantisme. Donc là, ça nous renvoie au subjectivisme que l'on doit au philosophe allemand Emmanuel Kant. Promotion de la libre pensée, qui est typiquement maçonnique, où donc on est dans le « je pense que » sur n'importe quoi qui se substitue à la vérité, tout simplement. Donc, libre pensée qui est la négation du dogme, c'est l'insoumission à la vérité révélée, cette libre pensée. Liberté religieuse, qui est une victoire du Concile œcuménique et révolutionnaire de Vatican II, qui est une victoire du Bnei Brit. La liberté religieuse, qui concrètement est la liberté de se perdre, de s'égarer et de se damner, puisque je le rappelle, concrètement dans les années 60, lorsqu'il y a eu la liberté religieuse et le Concile Vatican II. Qu'ont fait les catholiques? Ils sont tous sortis de l'église, tous ou presque. Et combien ont apostasié? La majorité, concrètement. Eh oui. La tolérance, maintenant, qui est un principe assez flou, qui est la porte ouverte au blasphème, à l'impureté, à l'erreur. Et je ferai remarquer qu'il y a vraiment de la tolérance à géométrie variable dans notre République. C'est-à-dire qu'on va tolérer le blasphème des Fémènes ou de Pisse-Christ au nom de la liberté d'expression. Alors là, on va tolérer tout ça. Tout ce qui est blasphématoire, ça va être toléré. En revanche, le révisionnisme historique, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, cela, on ne le tolère pas. La critique du sionisme international et d'un certain lobby qu'on n'a pas le droit de nommer, mais que je nomme quand même, voilà, il faut dire les choses, cela, ce n'est pas toléré. Non à la vérité historique, oui au blasphème, dans notre République. Voilà la notion de tolérance. L'humanisme, maintenant, qui coupe l'humain de Dieu, qui prétend faire son intérêt, qui prétend l'émanciper par la connaissance, qui est, pour les francs-maçons, la gnose. Donc cette gnose et cette prétendue connaissance scientifique qui, en maçonnerie, se substitue à la religion catholique. Quant à la lumière, elle doit nous venir de Dieu. La lumière, normalement, c'est la vérité révélée. Et non cette gnose dont le haut initié Albert Pike a écrit quelle est la moelle de la franc-maçonnerie. C'est le nœud du problème, la gnose. C'est-à-dire que les Juifs ont recruté dans leur secte des goïs, particulièrement des non-juifs qui étaient déjà baptisés, qui avaient déjà une croyance, pour que ces gens-là adhèrent à cette gnose, à cette prétendue vérité maçonnique qui est la gnose, et qu'ils en finissent avec leur croyance antérieure. Et qu'au final, ils apostasient. C'est ce qui arrive. En conclusion, ce procédé est purement et simplement satanique, puisque dire à des gens qui sont croyants, qui ont la foi, de venir dans leur secte pour un intérêt souvent matériel, afin qu'ils adhèrent à une fausse vérité, c'est-à-dire la gnose, et qu'ils délaissent leur croyance antérieure, afin qu'ils apostasient et la damnation des âmes, je suis désolé, mais il n'y a pas plus satanique que ça, comme procédé. Et oui. Quel est l'objectif du Grand Orient de France athée, selon vous? Qu'on soit tous heureux sur Terre, tous on se fasse de gros bisous. Alors oui, mais c'est spirituellement que l'on ne croit en rien, qu'on soit dénué de toute spiritualité chrétienne, sérieuse, et qu'on soit plongé dans le matérialisme. Et
C'est cela, la judaïsation de la société. C'est là où je voulais en venir, en fait. Judaïser la société, ce n'est pas faire en sorte qu'on soit tous convertis au judaïsme talmudique, qu'on adhère tous à 100% à la Torah, au Talmud, au Zohar, à Kabbale. Non, pas du tout. C'est pas ça, judaïser la société. Judaïser la société, c'est nous plonger dans le matérialisme, c'est faire en sorte que l'on croit en rien. Ce matérialisme-là, lorsqu'on ajoute à ce matérialisme l'orgueil de l'humain, puisque malheureusement aujourd'hui, notre société est une addition d'ego. Donc, quand on ajoute les deux, matérialisme et orgueil, ça conduit à quoi? À de la division, à de la jalousie, à du carriérisme en politique comme dans l'entreprise et à des conflits permanents. Et c'est malheureusement le monde dans lequel nous vivons. D'où l'intérêt de l'élévation spirituelle. C'est fondamental. C'est la raison pour laquelle les loges ne cessent de judaïser et de matérialiser la société. Voilà. Et de nous déspiritualiser. Cette franc-maçonnerie des 33 degrés du rite écossais est elle-même dominée par une haute maçonnerie juive, notamment celle du Bnei Brit, qui est exclusivement juive, qui est elle-même au service du grand Israël. Et c'est une constante implacable et objective. Les réseaux maçonniques sont au service d'Israël, du judaïsme talmudique, contre la France, contre le Christ et contre son Église. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, ça paraît évident, mais c'est quand même important aujourd'hui de le rappeler. Comme c'est important aussi de rappeler quels sont les lobbies qui dirigent la France. Alors vous me direz, oui, il y a l'Union européenne, c'est vrai, qui est toute puissante aujourd'hui. Il y a les lobbies pharmaceutiques, Big Pharma, c'est vrai, agroalimentaire avec Monsanto, très bien. Mais j'en ai quand même dégagé 3 de lobbies qui, depuis un certain temps, font la pluie et le beau temps et se permettent de donner les ordres et les directives. Le Bnei Brit, le CRIF et le Grand Orient. Donc lobby juif, sioniste, maçonnique. Ces lobbies sont aidés de relais, comme la LICRA et SOS Racisme, qui sont des lobbies juifs antiracistes, qui ont le monopole de l'antiracisme. Antiracisme à géométrie variable, le plus souvent aussi. Lobby LGBT, dont le principal argentier était Pierre Berger, et qui est de plus en plus important, qui est soutenu par la franc-maçonnerie. La FAF, la French American Foundation, qui est un lobby atlantiste dont sont d'ailleurs issus Emmanuel Macron et Édouard Philippe depuis la session de 2012. Et puis, il y a aussi le siècle où tous ces gens-là, ces oligarques, se réunissent une fois par mois à l'Automobile Club à Paris. Dans son éditorial du journal Rivarol, très bon journal, numéro 3272, Jérôme Bourbon a titré « La République française est aux ordres du CRIF et du Grand Orient ». Et je ne saurais lui donner tort, puisque c'est ce que je viens de dire à l'instant. En atteste d'ailleurs le dîner du CRIF, qui est chaque année la preuve indéniable de la soumission de nos dirigeants politiques au lobby juif sioniste, ce dîner du CRIF. Alors un mot maintenant sur le Bnei Brit, qui est l'incarnation de la surpuissance judéo-maçonnique depuis 1843, date de sa création aux États-Unis à New York par 12 juifs francs-maçons. C'est vraiment la judéo-maçonnerie, donc Bnei Brit veut dire, signifie les fils de l'Alliance. Donc c'est une franc-maçonnerie exclusivement juive, une haute maçonnerie élitiste. D'ailleurs, de nombreuses personnalités en France en font partie ou en ont fait partie. Simone Veil était affiliée au Bnei Brit, Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy et Dominique Strauss-Kahn. Bon, la plupart des représentants du lobby qui n'existent pas sont affiliés au Bnei Brit. Le Bnei Brit, ce sont des décisions importantes durant l'histoire. Le Bnei Brit a demandé et a obtenu la loi Fabius-Guessot. Le Bnei Brit a donné la consigne à la droite de ne pas s'allier au Front National. Et donc, c'est ce front républicain contre le Front National qui, paradoxalement, est un parti républicain. Donc, c'est l'ostracisation du même coup du Front National de la vie politique française, le Bnei Brit. Jean-Marie Le Pen, c'est quelque chose. Le Bnei Brit, c'est aussi la pression de l'extérieur et aussi l'infiltration de l'intérieur dans le Concile Vatican II. Donc pression de l'extérieur par l'historien juif Jules Isaac et infiltration de l'intérieur par le cardinal Béat. Concile Vatican II et la victoire incontestable
du Bnaï Brit. La révolution bolchevique dont je parlais tout à l'heure, les financiers en coulisses étaient affiliés au Bnaï Brit. Jacob Schiff, les Warburg, Otto Kahn, Max Brechtung, les Rothschild. La même année, la déclaration Balfour, Arthur Balfour, Alfred Milner, Lord Rothschild étaient tous affiliés aussi au Bnaï Brit. Proche du Bnaï Brit, nous avons dans la communauté organisée le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, qui est le lobby juif par excellence, qui donne ses ordres très tranquillement au gouvernement français. C'est la juive sioniste Elisabeth Lévy qui l'a même reconnu devant un ancien président du CRIF, Richard Prasquier. Le pouvoir du CRIF n'est plus à démontrer, hein, on l'a vu notamment quand il y a eu l'affaire Dieudonné. Donc Dieudonné qui sur le plateau des Marc-Olivier Fogiel s'est risqué à se moquer d'un colon israélien, bon, on a vu ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, le CRIF est présidé par Roger Kuckerman, qui a travaillé pour la banque Rothschild et qui, tout comme Emmanuel Macron, peut être considéré comme un émissaire de la banque Rothschild. Le Grand Orient de France, maintenant, qui est une franc-maçonnerie de tendance athée, qui a autorité sur les autres franc-maçonneries, du rite écossais, des 33 degrés du rite écossais. La plupart des hommes politiques en sont issus, particulièrement ceux du Parti socialiste, Parti socialiste qui peut être considéré comme la succursale du Grand Orient de France. Grand Orient qui, à l'échelle internationale, fut à la manœuvre dans de nombreuses révolutions antichrétiennes. Donc, en France, déjà en 1789, je rappelle que le grand maître du Grand Orient de France était à l'époque le duc d'Orléans, donc surnommé Philippe Égalité, qui était le cousin du roi Louis XVI. Dans la révolution bolchevique aussi, il y a eu le Grand Orient à la manœuvre. Dans la subversion contre la royauté en Espagne, au Portugal, il y a maintenant un siècle, nous retrouvons l'implication du Grand Orient. Dans l'unité italienne avec Garibaldi, aussi contre l'Église catholique et contre le pontificat du pape Pie IX, aussi le Grand Orient, tout comme dans le faux patriotisme allemand du Kulturkampf. Grand Orient, on peut, sans trop prendre de risques, affirmer qu'il a été impliqué dans toutes les révolutions antichrétiennes de ces derniers siècles, depuis sa création. Cette souveraineté du CRIF et du Grand Orient sur la politique française, vous remarquerez qu'aucun candidat ne la remet en cause, car c'est éliminatoire. Et vous me direz, non, vous vous trompez, puisqu'il y en a un, désormais, c'est monsieur Alain Escada, qui s'y oppose très franchement, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, et c'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle je le soutiens et que je ne soutiens pas tous ces partis politiques républicains qui sont à mes yeux l'anti-France. Cette république, qui est donc la franc-maçonnerie à découvert, qui est le parti de l'étranger, est donc soumise à ces lobbies. Et cette république qui en quelque sorte éclipsé la véritable France chrétienne est fondamentalement maçonnique. C'est Daniel Keller qui l'a avoué tout à l'heure. Mais elle est aussi fondamentalement juive, cette franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, depuis 1808, date de la création du consistoire par Napoléon Bonaparte, chaque samedi matin, dans toutes les synagogues de France, l'ont pris pour la République française. C'est-à-dire que tous les juifs pratiquants, tous les samedis matins, prient pour la République. C'est vraiment la preuve qu'il s'agit de leur régime politique et qu'ils y tiennent. Cette action maçonnique s'inscrit dans la progression de la République universelle en France et dans l'avancée des idées nouvelles qui forment aujourd'hui l'idéologie dominante. Mais ce n'était pas le cas en 1789 et c'est la preuve que des idées, des principes ou des faux principes peuvent mettre un certain temps avant de s'imposer dans la société. Et c'est la raison pour laquelle il nous faudra toujours défendre ces bons principes, cette vérité, et rester ferme sur les principes. Persévérer, et toujours rester ferme sur ces principes, sur la durée, et avec le temps, peut-être qu'ils en viendront à s'imposer. Le point culminant de l'anti-religiosité de ces faux principes maçonniques
ce fut la Troisième République, avec la dictature anticléricale de Gambetta, initié maçon, qui fut donc surnommée la République, cette Troisième République, qui fut très maçonnique et la plus anti-religieuse de toutes. Mais aujourd'hui, sous la Cinquième République, la franc-maçonnerie a toujours le pouvoir. Et ce qui a d'ailleurs fait dire à Alain Boers, haut initié, il y a quelque temps, dans notre système politique dit démocratique, ce ne sont pas 40 millions de citoyens qui font les lois, mais 150 000 frères. Sans commentaire. Sur un plateau télévisé, selon vous, quel est le point commun entre tous les participants? Tous sont catholiques? Tous ont déjà effectué une retraite spirituelle de Saint Ignace de Loyola. Je ne le crois pas. Quel est le point commun entre Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Sarkozy, Juppé, Mélenchon, Taubira, et même à l'extrême droite, Alliot, Collard, et avant eux, en 1789, Voltaire, Mirabeau, Lafayette, puis Napoléon Bonaparte, et au XIXe siècle, Napoléon III, et encore avant, Adolphe Crémieux et Louis Blanc. Ben oui, tous sont francs-maçons, ça devrait quand même questionner les gens. Et aujourd'hui, tous nos dirigeants, ou presque, sont des francs-maçons, ou alors ils sont affiliés à des clubs paramaçonniques, à des clubs, des sectes, des sociétés secrètes, des think tanks, des fraternités de la mort, même aux États-Unis, qui sont liés de près ou de loin à la franc-maçonnerie. Et que font-ils, me direz-vous? Ben, ils conspirent. Eh oui. Et c'est dans l'initiation au 33e degré du rite écossais que nous apprenons cela, où il est écrit « La maçonnerie n'est rien de plus, rien de moins que la révolution en action, la conspiration en permanence. » La franc-maçonnerie avoue donc qu'elle conspire, qu'elle fomente des complots. Et lorsque nous, catholiques, nous constatons simplement cela, nous sommes taxés de complotistes. Un anathème d'ailleurs qui est bidon et qui ne vaut rien face à la vérité factuelle. C'est donc elle, cette franc-maçonnerie, qui, pour rappel, a mis à feu et à sang la France en 1789, en 1848, en 1871. Dans quel but, me direz-vous? Dans le but de nous amener au chaos et d'amener un nouvel ordre. Et on en vient à la devise maçonnique de l'ordo ab chaos. Amener au chaos afin d'ensuite s'orienter vers un nouvel ordre conforme aux aspirations juives et maçonniques. Et je rappelle que lors de chaque révolution, le double objectif, c'est République universelle et usure. Usure dans l'intérêt de qui? Du peuple français qui meurt sur le champ de bataille et qui prétend obtenir son salut? C'est ça, on meurt pour la patrie. Quand on va en Afghanistan, sous les ordres de l'OTAN, non. On n'obtient pas son salut en mourant, soi-disant pour la patrie. On meurt pour les intérêts de financiers apatrides. Eh oui. Ce chaos est-il dans l'intérêt de la France? Dans l'émancipation de son peuple? Parce que je vous rappelle que 1789, c'était au nom de la déesse raison, du progrès social, de l'émancipation des peuples. Où en est-on de cette émancipation du peuple? Toutes ces révolutions et ces massacres qui ont eu lieu depuis 1789 n'ont jamais été dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de son peuple. Absolument jamais. Cette franc-maçonnerie internationale, pas simplement qu'en France, est en opposition à la France et plus largement aux nations en Europe. Outre le banquier George Soros, qui a investi 500 millions de dollars, non pas de sa poche, je vous rassure, par le biais des sociétés ouvertes. Donc c'est défiscalisé. Donc George Soros qui a investi 500 millions de dollars pour l'intégration des migrants en Europe. Donc outre Soros, il y a eu il y a quelque temps 28 francs-maçonneries en Europe qui se sont prononcées par écrit pour l'accueil massif des migrants au nom de la tolérance, de l'humanisme et des droits de l'homme, qui ne sont que des prétextes bidons pour détruire l'Europe chrétienne, tout simplement. Au-dessus de la loge, nous avons la synagogue, et donc des rabbins qui, ces dernières années, se sont prononcés, eux aussi, pour l'invasion de l'Europe. Notamment un certain rabbin, Rav Touitou, qui a déclaré face caméra, je cite, tenez-vous bien, c'est pas piquer des verres là, ça va pas passer aux 20h ça.
C'est une excellente nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. Vous allez le payer très cher les Européens, mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place l'égorgement. Et vous n'aurez pas à vous fuir, parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Le QG de la chrétienté se trouve là-bas, donc pour eux, le QG de la chrétienté, c'est l'Europe chrétienne, et ils appellent ça Édom. Donc le QG de la chrétienté, Édom, se trouve là-bas. Quand cet endroit-là disparaîtra, c'est ce que veut faire l'islam. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Et cela peut nous renvoyer en quelque sorte à l'actualité, où on peut considérer que l'idéologie islamique wahhabite, à travers Daesh, sert les intérêts du sionisme international. Puisque cela a été avoué, Daesh est une création américaine et israélienne. Et Daesh, d'ailleurs, n'attaque jamais frontalement Israël, comme par hasard. Mais Rav Touitou n'est pas le seul rabbin à émettre ce souhait de destruction de l'Europe, car nous avons aussi Rav Dinovitz, qui s'est illustré il y a quelque temps dans une diatribe contre l'humoriste franco-camerounais Dieudonné. Et donc ce Rav Dinovitz a quant à lui déclaré, toujours face caméra, vous retrouvez ça sur YouTube, l'Occident c'est fini, à partir du moment où elles ont oppressé Israël, c'est fini. Donc il faut en finir avec l'Occident, selon lui. Donc on voit bien là tout cet esprit de vengeance contre les nations européennes et chrétiennes du judaïsme talmudique à travers les propos de Rav Dinovitz et de Rav Touitou. Et Rav Dinovitz le reconnaît, il ne fait que reprendre les propos du rabbin Rashi, qui était autrefois le rabbin de Troyes au XIe siècle et qui a eu une certaine influence sur sa communauté du temps du Moyen-Âge. Ce rabbin Rashi que Nicolas Sarkozy, il y a quelques années, a encensé publiquement d'ailleurs. Donc pour les Juifs, la franc-maçonnerie ne sert qu'à dominer les nations en s'attachant des alliés goy, c'est-à-dire qui recrutent des goy dans leur secte pour servir la cause juive, tout simplement, pour faire court. L'objectif de la franc-maçonnerie, c'est donc la destruction de la France, et particulièrement sa défrancisation. Ce sera le dernier point que j'aimerais aborder. Par le remplacement de population, qui selon moi tient en une équation très simple. Immigration massive, avec la crise des migrants, depuis le regroupement familial déjà, plus avortement généralisé et même banalisé, égale substitution de population. C'est-à-dire que d'un côté, les Français ne se reproduisent plus tellement, en tout cas beaucoup moins qu'avant, sont dans l'hédonisme, voilà, on se fait plaisir, mais on ne construit, il n'y a pas de construction familiale, ou de moins en moins, on divorce très facilement. Et d'un autre côté, on fait venir en masse des non-français, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la France d'ailleurs, que ce soit sur le plan ethnique, culturel, religieux, qui parlent 3 mots de français, et qu'on intègre de force ces gens-là. Donc logiquement, sur la durée, cela devrait nous amener à un remplacement de population, ou tout du moins à un métissage des populations. En conclusion, nous avons vu que c'est la France, fille aînée de l'Église, qui est visée par ce régime républicain. Ce sont ses racines, sa catholicité, sa souveraineté, son identité. Nous avons vu qu'il y a 2 points de départ très importants pour 2 patriotismes tout à fait différents. Premier point de départ, donc 1789 pour la République française. Patriotisme révolutionnaire des droits de l'homme. L'autre point de départ, c'est 496 pour la France, fille aînée de l'Église catholique. Et donc, ce patriotisme français catholique. Et donc, ce triptyque de saint Thomas d'Aquin, Dieu, famille, patrie. Et c'est cette dernière France, celle de 496, qui est constamment attaquée, et c'est celle-là qu'il nous faut défendre. Dans l'absolu, la solution passera par la restauration chrétienne de la France, par de l'apostolat et par la conversion de la France. Tout d'abord que la France redevienne la France, car elle est déjà plus, et identitairement parlant, elle ne le sera plus du tout dans peu de temps. C'est mathématique et démographique. D'où l'importance de ce retour aux sources qui passera inéluctablement par la croix. Et c'est ce qui a fait écrire magnifiquement
au pape Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum qu'il a publié en 1891, à qui veut régénérer une société quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. Et ceci est particulièrement vrai pour la France. Commençons d'abord par renouer avec les valeurs chrétiennes, avec la morale de l'Évangile, avec l'esprit catholique thomiste et pas libéral, Vatican II. Mettons-nous au pied de la croix, avec humilité, récitons le chapelet chaque jour si possible, c'est vraiment un moyen de salut important. Effectuons des retraites spirituelles de Saint Ignace, si l'on peut. Demandons des grâces à Dieu en toute sincérité, en toute humilité, et Dieu nous les accordera. Faisons des efforts, c'est fondamental, cette notion d'effort, dans une démarche apostolique et militante. Soyons présents sur le terrain, soutenons des mouvements intrinsèquement catholiques et surtout arrêtons de nous en remettre tous les 5 ans aux urnes. Arrêtons de remettre nos espoirs dans la démocratie. Plus que jamais, soyons fiers d'être des Français, d'être des Français catholiques, d'être des Français intégralement catholiques même. Défendons cette France et non la République. Défendons le bon patriotisme dans la loi du décalogue et la morale de l'Évangile. Menons tous ensemble le bon combat qui est celui pour le règne du Christ roi en France et dans le monde. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous tous pour votre présence et votre écoute.